Bonjour, ici Francis Prudhomme. Bienvenue à Clin d'œil politique, une toute nouvelle émission à l'antenne de TV Témis qui est consacrée à la politique fédérale, provinciale et municipale. Et pour cette première édition, je reçois le député de Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien et la mairesse de Nédélec, Lénache. J'en profite aussi pour lancer l'invitation aux municipalités qui voudraient participer. N'hésitez pas à communiquer avec nous, cette émission est pour vous. On lance donc l'émission avec la première entrevue réalisée avec Sébastien Lemire, député fédéral. Donc, M. Lemire, merci d'être avec nous. Alors, on va parler aussi de plusieurs enjeux qui touchent justement directement les citoyens de la région. Donc, merci M. Lemire, bon et bienvenue. Merci beaucoup à Télétémis, Francis, pour l'initiative. Moi, je soutiens évidemment toute initiative qui vise à pouvoir me rapprocher de la population. C'est un privilège, surtout dans ce contexte de COVID-là. Je pense que comme élu, on a cette responsabilité-là d'être imputable et de répondre aux questions, aux préoccupations des citoyens. Puis merci d'offrir cette fenêtre-là pour pouvoir avoir ce rendez-vous qui sera mensuel ou plus selon les besoins, évidemment, de l'actualité puis de la population. Donc, c'est ça, on enregistre aujourd'hui la première émission. Donc, M. Lemire, dans un premier temps, on voulait discuter de vos priorités pour la région. Peut-être nous partager quelques-unes de vos priorités pour la région d'Abitibi-Témiscamingue, là, de votre côté. Bien, c'est sûr qu'une des priorités qui, pour moi, est majeure, c'est toute la question du soutien à nos entreprises. Tu sais, on n'y échappe pas dans le contexte de la COVID. Et là, on arrive à un stade dans lequel on a étiré l'élastique, là. Les entreprises qui avaient une liquidité après presque un an de COVID, c'est beaucoup plus fragile. Puis les programmes gouvernementaux fédéraux sont encore beaucoup dans dans des prêts et non dans des subventions. C'est toujours de l'aide temporaire, de l'aide remboursable. Donc, à essayer d'amener des éléments qui vont faire en sorte qu'on soit capable d'apporter une véritable aide durable et pérenne pour nos entreprises est quelque chose d'important. Puis évidemment, là-dessus, un des enjeux pour nos entreprises, c'est évidemment la pénurie de la main-d'œuvre. Il faut être capable d'apporter des réponses aux besoins de main-d'œuvre. Évidemment, l'immigration en région ou interrégionale devient de plus en plus une option. On voit que Montréal perd de la population, que les gens quittent Montréal vers les banlieues, mais est-ce qu'on peut faire le pas pour les amener aussi vers les régions du Québec, les différentes régions? Parce qu'il y a des besoins en main-d'œuvre qui sont là du côté du Témiscamingue comme du côté de l'Abitibi. Il faut être capable d'y répondre. D'un point de vue aussi de l'immigration internationale qui est spécialisée, qu'on a besoin, bien aussi toute la lourdeur, la paperasse administrative qui est là est encore pire en ce moment. D'avoir un appel qui est répondu du point de vue d'Immigration Canada est extrêmement difficile, c'est fastidieux. Il faut simplifier ces démarches-là. Moi, j'ai eu une rencontre il n'y a pas si longtemps avec la secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration et dans lequel je lui ai présenté, est-ce que Service Canada, nos bureaux de Service Canada, comme on a à Ville-Marie, est-ce qu'ils pourraient offrir ces services-là au niveau de l'immigration, tant pour les entreprises que pour les individus, pour favoriser des démarches simples pour régler les dossiers qui sont administratifs, qui sont au niveau d'immigration, toutes les données biométrie aussi, parce que là, nos immigrants, quand ils ont aller voir un rendez-vous chez le médecin, ben c'est oui le rendez-vous, qui se fait parfois malheureusement davantage dans les cliniques privées et qui coûte le transport, parce que ça ne se fait pas en Abitibi-Témiscamingue, il faut aller à Montréal, à Gatineau, à Ottawa. Donc, c'est le transport, c'est l'hôtel, c'est les repas, c'est 2 jours de travail souvent qui sont perdus pour. Donc, c'est une démarche qui arrive quasiment à 1000 pièces et ça n'a pas de bon sens. Il faut être capable d'offrir nos services en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça, c'en est deux priorités qui me tiennent particulièrement à cœur. On peut rajouter aussi celle d'accès Internet et le réseau cellulaire qui demeure ma priorité sur laquelle je me suis engagé dans mon mandat et sur lequel il y a beaucoup de chemin qui est à faire. D'ailleurs, Francis, je peux te le nommer, tu es le premier à avoir cette exclusivité-là. Aujourd'hui, au caucus, on m'a entériné officiellement comme étant le porte-parole du Bloc québécois sur l'accès à Internet haute vitesse. C'est une responsabilité que je partageais sans avoir le titre avec mon collègue Martin Champoux, mais maintenant que j'ai là, officiellement. D'autres enjeux, évidemment, c'est la desserte aérienne régionale, mais le transport, la mobilité comme telle est un enjeu là, qui est absolument important. Donc, une excellente nouvelle que nous annonce aujourd'hui, Sébastien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens de la région. Ça nous apporte justement notre prochain point, un dossier que justement on en parle depuis des années en Abitibi-Témiscamingue, M. Lemire. La desserte Internet, la couverture cellulaire qui fait défaut. Vous avez même rencontré des représentants de Bell dans les dernières semaines aussi. Peut-être justement là, nous parler un peu de tout ça, là, de vos préoccupations et justement peut-être des développements s'il y en a. Tu vas partager Ben, ça. en fait, pour placer la situation, ben moi, je suis vice-président du comité d'industrie, sciences, technologies aux communes. Et dans ce contexte-là, les députés, bien évidemment, on peut présenter des motions pour pouvoir étudier des thématiques. Ben, l'accès Internet haute vitesse, je l'ai présenté avant la COVID, je l'ai présenté pendant la COVID et après la COVID, ça a été l'enjeu qu'on a priorisé au comité, la question de l'accès et de l'abordabilité. Et on vient de la terminer, cette étude-là,
hier, finalement, avec la venue de Pierre-Carl Belado et Québecor et Vidéotron qui étaient présents, notamment. Donc, oui, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs entreprises, que ce soit évidemment Bell, que ce soit Vidéotron, que ce soit TELUS, des entreprises ontariennes comme Texavi et d'autres. L'enjeu qui ressort de là, même Telesat, Skylink, aussi la technologie d'Elon Musk, sont passés par le comité. Et d'abord, un des problèmes majeurs, puis j'ai l'impression qu'on a réussi à le solutionner bien, c'est en tout cas, faire évoluer la mentalité puis le solutionner, si on se fie à ce qui a été dit dans les journaux cette semaine, c'est l'accès aux poteaux. Si pour moi, il y a un enjeu qui fait en sorte que la région avait 20 ans de retard, c'est l'accès aux poteaux, le partage. Comment faire en sorte qu'une compagnie, et là, c'est un peu ça, Bell, c'est trois têtes, hein, c'est Cablevision, c'est Télébec et Bell, et leur permettre de ce partage-là, qui est obligatoire dans la loi, mais qui avait beaucoup de mécanismes qu'utilisait la compagnie pour limiter cet accès-là, soit par des délais de donner une réponse à étirer après 2 ans et autres. Et tout ça faisait en sorte que l'entretien du réseau ne se faisait pas, mais la valorisation de ce réseau-là. Donc, ça, c'est encore pire si on pense d'aller rejoindre le dernier citoyen dans le dernier kilomètre du dernier rang. Et les programmes étaient mal adaptés pour des régions qui sont sont peu densifiées, comme exemple peut l'être le Témiscamingue, où la rentabilité n'est pas évidente pour une compagnie. Donc, c'est beaucoup d'éléments sur lesquels on a travaillé. Donc là, maintenant, on va être à l'étape de faire un rapport en comité. Mais déjà, on sent qu'il y a une évolution. D'abord, le gouvernement fédéral a réajusté sa stratégie. Donc, on investit 750 millions de dollars supplémentaires pour brancher les Canadiens. L'échéance qu'ils avaient était de 2030 pour brancher 100 des Canadiens, puis 2026 pour en brancher 95. Moi, dès lors, j'avais peur que ça soit chez nous. Puis là, ils ont modifié pour aller atteindre 98 des Canadiens. Je crains toujours que le 2 qui reste pourrait être au Témiscamingue notamment, parce que c'est plus difficile de rentabiliser puis de rejoindre ces citoyens-là, nos citoyens du Témiscamingue, mais quand même, la mentalité a évolué, les programmes se sont adaptés, des programmes spéciaux notamment pour les communautés autochtones. Ça l'a évolué beaucoup, ça reste pas parfait, ça reste énormément perceptible, mais on sent que la terre a tremblé de ce côté-là. Puis il y a des projets aussi dans la région qui étaient déjà en cours, que je pense notamment à Mobilité avec le GIRAT, le succès qu'ils ont démontré de commencer à brancher les tours, on le voit de plus en plus. C'est le réseau cellulaire, mais des fois, ça fait la différence dans l'accès à Internet. Reste tout le problème du télétravail maintenant, de l'éducation à la maison, l'agriculture de précision, c'est la vitalité de nos villages. Moi, je veux m'assurer que chacun des villages, je n'arrêterai pas ce combat-là tant que chacun des villages ne sera pas bien branché. Puis même les gens qui sont en banlieue ou en ruralité de ces villages-là, les gens qui veulent profiter de leur chalet, de leur camp de chasse, ont le droit d'avoir l'accès à Internet. Différentes technologies, comme je disais tantôt, Telesat, Skylink, avec les satellites à basse altitude, ça s'en vient dans les prochaines années. Skylink serait même prêt dès l'année prochaine à venir. Ce n'est pas nécessairement abordable. On parle de 650 de frais de branchement et à peu près 150 par mois, mais ça peut faire la différence pour des gens. D'avoir cet accès-là, ben, ça sera peut-être possible grâce à cette technologie-là. On sait que le gouvernement du Québec a investi beaucoup aussi dans Télésat pour pouvoir accélérer leur déploiement dans les régions du Québec. Donc, ça bouge là, très, très concrètement. Moi, j'ai très confiance que l'échéancier qui est donné par le gouvernement du Québec, qui est beaucoup plus ambitieux que celui du fédéral, de brancher tout le monde d'ici 2023, ben, peut se faire. Puis un des enjeux, ben, si on peut transférer de l'argent vers Québec, il me semble qu'on simplifie tout un peu parce que, tu sais, fédéral, tu as des programmes au CRTC, tu as des programmes au ministère de l'Industrie. Comme je disais, il y en a adaptés pour les Autochtones et tout. C'est assez complexe. Puis tout ça avec des réglementations différentes, ben, ça fait en sorte qu'on n'aide pas finalement les entreprises à brancher les gens. Mais l'accès aux poteaux, comme je disais tantôt, c'est un des enjeux majeurs pour les distributeurs, différents distributeurs, puis d'amener de la concurrence. Parce que l'abordabilité, c'est tout. C'est ce qu'on nous présente. Si tu as 4 concurrents sur un territoire, ben c'est là que les prix deviennent à l'avantage du client. Donc, le monopole de Bell avec ses Cablevision et Télébec, ben forcément, ça a fait en sorte que ça nous coûtait beaucoup plus cher en région pour un service de moins grande qualité. L'arrivée d'un joueur comme Vidéotron, l'arrivée d'un joueur comme eBox, par exemple, qu'on sent qu'ils ont pris le marché particulièrement, amène aussi là, des solutions qui vont virer là, à l'avantage des citoyens de la région. J'en suis assez confiant. Aussi, comme on dit aussi, c'est important de ne pas oublier personne, que justement les gens qui ici habitent dans les milieux reculés, qui ont toujours accès à un service Internet de qualité aussi. On sait, Internet, c'est de. Mais aussi, c'est une question d'urgence, de loisirs, justement que tout le monde puisse y trouver son compte, même, comme tu disais, quelqu'un qui est dans un chalet ou dans une résidence, dans un milieu rural, que tout le monde, que personne ne soit oublié, en fait.
Oui, oui, puis tu sais, il existe aussi des solutions. Tu sais, ExploreNet aussi avec le satellite qui offrait un service, ben, eux aussi sont en train de renforcer aussi leur capacité. Donc, c'est pas gagné. Je pense qu'il faut encore être patient, surtout dans le contexte de la COVID. Mais le pas, j'ai vraiment le sentiment qu'on a pu faire un pas énorme cette année, puis particulièrement en région, et qu'il faut continuer à pousser ça. Puis comme je te dis, j'ai maintenant les responsabilités pour le faire là, officiellement d'un point de vue national, là. Donc, une excellente nouvelle pour les gens de la région. Donc, félicitations en passant, M. Lemire, une belle Merci. nomination. On est content pour vous Merci. Ben, et pour nous. l'essentiel du travail, je le faisais quand même en comité parce que le débat se faisait au comité de l'industrie, mais c'est une responsabilité donc qui était partagée avec mon collègue aux communications. Puis maintenant, ben, c'est ça, ça va être dans ma cour, là. Un autre sujet, peut-être, on peut aborder, c'est tout ce qui est en lien avec la COVID-19 et la production de vaccins. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens par rapport à ça, M. Lemire? D'être patient encore, effectivement, c'est un débat qui est absolument fascinant, celui de la santé. Malheureusement, il faut reconnaître que le fédéral a manqué le bateau. Encore là, moi, au comité de l'industrie, on a fait dans les dernières semaines et des débats sur la production des vaccins. Moi, l'angle que j'ai voulu amener au débat, c'est comment ça qu'on est dépendant des autres pays, de la compagnie Pfizer qui est en Belgique. Pourquoi on est dépendant d'AstraZeneca? Pourquoi on est dépendant de compagnies puis qu'on ne les produit pas localement? On est le seul pays du G7 qui ne produit pas des vaccins sur son territoire. Pourtant, l'industrie pharmaceutique est un fleuron au Québec jusque dans les années 2000 et on a perdu cette expertise-là. Et avec une conséquence, ça va nous coûter énormément plus cher. On est dépendant. On a vu le ralentissement dans les doses de vaccins qui ont été fournies à l'international, l'Europe qui menace de mettre un quota puis pour vacciner sa population en premier, puis on ne les blâme pas. On est en urgence mondiale, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité. Donc, on est en train d'opérer, en tout cas, un jeu d'influence très fort pour s'assurer que le Canada puisse au moins à l'avenir être capable d'opérer puis d'avoir une production de vaccins au Québec, au Canada, s'il arrive un autre contexte de pandémie comme on vit présentement. Parce que les solutions, ça a pris sur le tard. On peut faire la chronologie, Francis, puis tu m'arrêteras si je vais trop dans le détail, là. Mais tu sais, le 12 janvier 2020, donc il y a plus d'un an, on recevait le code génétique de la COVID. Donc, dès lors, il y a des gens qui ont pu se pencher pour étudier puis trouver un vaccin. Ça a été le cas notamment d'un monsieur Cobinger, qui est un professeur de l'Université Laval, qui a trouvé une solution. Mais quand il a demandé un 2 millions pour pouvoir faire des tests au gouvernement fédéral, il a été refusé. Bien, ce monsieur-là vient demain au comité d'industrie puis il va pouvoir répondre à nos questions sur les éléments qui sont là. Après ça, le gouvernement fédéral, donc on est au mois de février, avant l'éclatement de la pandémie. Après ça, la pandémie a éclaté. Ça l'a pris encore 3 mois. Donc, il a créé un comité d'experts du milieu de la santé, mais qui s'est rencontré juste le 16 juin. Donc, déjà là, les autres pays sont partis, ont créé un système, ont créé de la vaccination, ont changé leurs entreprises pour produire localement un vaccin. Le modèle de l'Angleterre, particulièrement, est intéressant et l'Angleterre est avancée là-dedans. Le Canada a misé sur un vaccin de CanSino en lien avec la Chine et finalement, ça a été un flop, ça n'a pas marché. Et en plus, il nous dit, ben, on a été recommandé par des experts pour le faire. Moi, en comité parlementaire, j'ai demandé la question au comité d'experts sur la COVID et ils nous ont dit non, on n'a pas recommandé CanSino. Donc, la science, quand ça fait leur affaire, le gouvernement libéral nous dit oui, oui, on s'appuie sur la science, mais quand ça ne fait pas leur affaire, ben finalement, ils se cachent. T'sais. Fait que ça, donc, c'est une décision politique. Et ça a pris encore 2 mois avant que là, le fédéral se rende compte qu'Ancino ne fonctionne pas et il faut miser sur la production de nos industries. Et c'est là qu'ils ont décidé d'investir dans Medicago, notamment une entreprise de Québec qui pourrait faire le vaccin, mais qui ne sera pas prêt à livrer ces doses-là avant probablement 2022. Donc, on est en train de rater le bateau. Par-dessus là, ben, ils achètent des millions de doses de vaccins qui nous arrivent par petites batches. Heureusement, quand même, on est capable d'en avoir. Les personnes les plus vulnérables dans les CHSLD de la région ont pu être faites. Les communautés autochtones aussi se font ces semaines-ci. Les gens du personnel de la santé ont pu être vaccinés. Donc, il y a un minimum qui se fait, mais au moment où puis la campagne de vaccination, là, on commence à avoir des invitations pour que les gens puissent s'inscrire. Mais avant qu'on ait notre vaccin, moi, en tout cas, que je sois vacciné, je m'attends quand même à ce que ça prenne encore du temps. Mais c'est un enjeu qui a été absolument fascinant, mais le fédéral a raté le bateau de pouvoir le produire localement, on développe notre économie puis qu'on soit moins dépendant dans un contexte mondial. C'était vrai au niveau des équipements d'approvisionnement, que ce soit des masques, que ce soit on était totalement dépendant. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir à l'image de l'agriculture,
et de la souveraineté alimentaire, ben, il faut être capable de subvenir à nos besoins et d'avoir une production locale. Puis ça, ben, c'est la recherche et le développement, le lien avec les institutions de recherche, d'enseignement, d'université, d'être capable vraiment d'avoir une industrie qui soit capable de supporter ça. Ben, c'est l'objet de mes travaux cette semaine aussi à la Chambre des communes. Donc, oui, un dossier à suivre. Et justement, comme vous le mentionnez, peut-être qu'on vit encore avec les conséquences de mauvaises décisions, malheureusement. C'est les citoyens, au bout du compte, qui ont payé, qui vont payer la note, si on peut dire. Totalement, totalement. Puis, tu sais, regarde, on le voit au Témiscamingue. Je veux dire, là, en ce moment, vous n'avez aucun cas actif. Même du côté de Rouyn-Noranda, c'est -5. Et on est pris dans un contexte dans lequel, effectivement, on vit quand même les conséquences du confinement. On est, oui, une région orange, on en est chanceux. Les gens ont respecté les mesures sanitaires, ont respecté la distanciation physique. Je pense qu'on peut être très fiers de la solidarité qu'on a manifestée au Témiscamingue, en Abitibi, partout. Mais on paie quand même cette conséquence-là. Tu sais, on ne peut pas aller voir une game de hockey, Francis, encore. Tu sais, fait Exact, oui. il y a quelque chose qui fait en sorte que le rythme de vie tarde encore. La solution passe par la vaccination. Puis cette vaccination-là ben, n'est pas livrée avant le mois de septembre. Et ça, ben, c'est un échec. Exact. Je On pense a que. perdu du temps. C'est là où je suis très critique. C'est Mhm. qu'entre le moment qu'on a le code génétique, puis on commence à donner des contrats à une compagnie comme Medicago et d'autres compagnies canadiennes, ben, il s'est passé 8 mois. Et on a raté le bateau pour ça. Il faut en tirer des leçons de ça. J'imagine, j'espère que les gens en place vont pouvoir tirer des leçons qu'on apprend du passé, comme on peut dire, là. Tout à fait. Dernier sujet, déjà, Sébastien, c'est le temps passe vite. Un sujet qu'on a parlé aussi dernièrement lors de votre passage là, au Témiscamingue. Tout ce qui est le soutien aux travailleurs saisonniers. On parle notamment des travailleurs étrangers là, qui viennent prêter main forte là, sur les fermes du Québec. C'est très lourd là, pour les agriculteurs qui souhaitent accueillir des travailleurs étrangers. C'est coûteux, c'est tout ça peut-être qui fait que les producteurs qui déjà ont beaucoup de pain sur la planche, qui ont déjà beaucoup de pépins, on leur rajoute quelque chose de plus toujours qui vient un peu leur barrer le chemin, dans le fond. Comment on peut expliquer tout ça, M. Lemire? Ben, d'abord, effectivement, la main-d'œuvre est difficile à trouver dans la région. C'est encore plus vrai dans le domaine agricole. C'est pour ça que on se tourne vers les travailleurs étrangers temporaires, souvent les travailleurs qui viennent du Mexique, du Guatemala, et qui répondent à ce besoin-là des producteurs pour pouvoir aller. Avant la COVID, c'est à peu près une soixantaine de demandes qui ont été faites dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le contexte de la COVID, combien sont venus au total? J'ai pas la réponse, mais ça a été très lourd d'un point de vue administratif, évidemment, toute la question des mesures sanitaires. Et quand la situation est revenue cette année, j'ai été interpellé notamment par Mme Collinette là, des pommes de terre du Témiscamingue pour voir est-ce qu'on peut voir venir le coup cette année. Puis je commençais à me faire la réflexion également. Donc, j'ai contacté mon collègue Yves Perron, qui est porte-parole en agriculture, et on a fait une sortie publique pour pouvoir justement sensibiliser la ministre de l'Agriculture, Mme Bibeau, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être amenées pour faciliter les démarches cette année, pour faire en sorte notamment que les mesures sanitaires ne soient pas nécessairement prises à la ferme, avec la conséquence qu'un travailleur qui partirait du Témiscamingue, fait 7-8 heures de route pour se rendre à l'aéroport et ramener le travailleur étranger pour le mettre en quarantaine, bien, lui aussi, le travailleur agricole le producteur agricole doit être mis en quarantaine si on suit la réglementation. Donc, ça n'a pas de sens. Il faudrait que cette quarantaine-là, au moins pour les fermes de l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas une demande partout au Québec, là, mais au moins pour celle de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que la quarantaine peut être faite dans un hôtel à proximité de l'aéroport? Puis une fois qu'elle est faite, bien, c'est possible pour le travailleur de pouvoir venir exemple, par autobus ou par un transport qui n'obligerait pas le producteur agricole de se mettre en quarantaine. Déjà là, il y a une piste de solution qui apparaît simple, mais même le montant de 1 500 qui est donné aux producteurs pour compenser les dépenses dans le contexte de la COVID, si on prend son salaire pendant 2 semaines, qui est en quarantaine et qui ne peut pas aller sur les champs, mais qui doit recevoir évidemment son salaire, si on prend les adaptements des mesures sanitaires, les tests rapides et les tests COVID qui doivent être faits, hein, c'est autour de 200 un test COVID là, qui est fait de façon rapide et qui est aux frais des producteurs, évidemment, toute la question de nourriture et tout, ça coûte beaucoup plus que le 1 500 ajoute à ça les frais de transport. Donc, cette mesure-là doit être adaptée. Donc, j'ai voulu vraiment, puis je lui ai écrit personnellement, sensibiliser la ministre sur, OK, la solution pour les travailleurs étrangers temporaires, vous avez une solution pour le Québec, mais est-ce qu'elle est adaptée à l'Abitibi-Témiscamingue? L'année passée, la réponse est absolument non. Et j'ai voulu, avant que la situation arrive, ben, amener des solutions plutôt qu'on d'arriver à la dernière minute puis de se retrouver à gérer une patate chaude. Est-ce qu'on peut régler les problèmes en amont? Donc, c'est les interventions qu'on a faites il y a quelques semaines déjà. Et donc, ça porte fruit jusqu'à maintenant. On est en réflexion de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions déjà qui
peuvent être avancés? Est-ce qu'on a déjà un dispositif par rapport à tout ça? Je n'ai pas d'éléments qui m'amènent à me dire, bon, ben, ça a été pris en compte. En même temps, l'arrivée des travailleurs se fait dans quelques semaines encore. C'est pour ça, tu sais, de pouvoir trouver des solutions avant la cohue. Mais j'ai bon espoir que ça puisse se faire. Mais à première vue, la priorité de la ministre, c'est vraiment de l'arrivée des travailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais les demandes, on voit que la pression, c'est vraiment la réalité autour de Montréal, la Montérégie qui prime. Mais tu sais, ça ne coûte pas bien plus cher parce que le volume de travailleurs étrangers temporaires qui s'en viennent à Abitibi-Témiscamingue n'est pas le plus élevé à travers le Québec. Mais d'avoir des solutions adaptées, que ça ne coûte pas plus cher à un entrepreneur qui fait son agriculture en Abitibi-Témiscamingue que ça coûte en Montérégie parce que lui a juste 1 heure de route à faire. Je pense qu'il y a une question d'équité qui doit se faire. Puis effectivement, ben, je vais suivre ce dossier-là encore avec intérêt, mais ça risque de prendre encore quelques semaines avant qu'on sente un impact de ça. Donc, on va souhaiter bon courage et bonne chance à nos producteurs qui, on sait, nourrissent le Québec, donc ils nourrissent, qui sont importants, dans le fond, qui ont un rôle très, très important à jouer là, pour la communauté ici au Témiscamingue et à travers le Québec. De M. Lemire, c'est déjà tout. Donc, un gros merci d'avoir pris ces minutes aujourd'hui. Fort intéressant cet échange et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Clin d'œil politique. Merci, Francis. Pour le mois prochain, on aura sûrement la chance de se parler de budget parce qu'enfin, après 2 ans, il va y avoir un dépôt d'un budget fédéral. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai été élu. Je n'ai jamais vécu un processus budgétaire. Nos priorités au Bloc, là, c'est vraiment la santé, des transferts vers le gouvernement du Québec de montants pour la santé. De l'ordre de 35 des dépenses sont faites en santé. C'est un minimum. Le fédéral occupait 50 des dépenses. Et tu sais, c'est eux, c'est le Québec qui gère la pandémie. C'est le Québec qui offre des services aux citoyens. Et ils doivent pouvoir être renforcés par le fédéral. Et aussi l'aide directe aux aînés, pouvoir renforcer leur pouvoir d'achat. Ils sont les premiers impactés par la pandémie, isolés, et donc il faut amener des solutions. Bien, c'est les 2 principaux éléments que le Bloc va se battre. Évidemment, il y en a plein d'autres. Merci, Francis. Ça promet, donc ça promet pour le mois prochain, Sébastien. Donc, gros merci. On poursuit le beau travail de votre côté. Merci d'avoir pris ces minutes là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. Sébastien. En personne, j'espère. J'ai le plaisir d'accueillir la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Donc, bonjour Émilise et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Francis, ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on a quelques sujets qu'on a le goût d'aborder ensemble, Émilise, pour cette première émission. Un premier sujet qu'on aimerait aborder avec toi, c'est le Centre d'acquisition gouvernementale. On sait que c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois. Peut-être nous en parler, Émilise, où on en est dans ce dossier-là? Dans le fond, on a profité du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi 37 qui consacre le Centre d'acquisition gouvernementale. C'était le 19 février dernier. Alors, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, c'était une semaine où on siégeait. Donc, on a reparlé, en fait, de ce dossier-là. Ça avait fait beaucoup jaser là, avant les fêtes, au moment où il y a eu l'entrée en vigueur du décret, où là, nos entreprises locales ont vraiment réalisé l'impact que ce centre d'acquisition gouvernementale-là allait avoir sur leurs activités, les impacts financiers importants que ça allait engendrer sur leurs entreprises. Donc, ça nous a permis là, de refaire un tour de roue là, avec cette question-là du centre d'acquisition gouvernementale la semaine dernière. Ça nous a permis aussi de questionner la nouvelle présidente du Conseil du Trésor qui n'était pas là à l'époque, donc Sonia Lebel qui est entrée en fonction là, à la fin du printemps dernier. Le projet de loi avait été déposé par son prédécesseur, là, Christian Dubé. Donc, ça nous permettait pour la première fois d'entendre, de l'entendre sur ce dossier-là. Et ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il est trop tôt en ce moment pour mesurer les impacts pour les entreprises, pour mesurer les impacts que va avoir le CAG sur leurs activités. Ce à quoi il est facile pour nous de répondre que les entreprises sont très bien outillées pour anticiper les conséquences du CAG sur leurs entreprises. Ils ont juste à regarder les états financiers, leurs états de compte de l'année 2019, regarder pour combien de dollars, par exemple, le Centre de services scolaires achetait dans leur PME en 2019. On peut s'attendre à ce que maintenant, avec ce centre d'acquisition gouvernementale-là, avec les achats centralisés, que cet argent-là ne soit plus investi localement. C'est très facile pour les entreprises d'anticiper les pertes financières qu'ils vont avoir sur leurs activités. Aussi, ce que la présidente du Conseil du Trésor nous disait, c'est on est en train de travailler sur une stratégie pour outiller les PME à appliquer sur nos appels d'offres. Mais
là encore là, on peut dire, mais il est trop tard, vous travaillez à l'envers. Il aurait fallu que vous outillez les PME avant de passer votre décret pour qu'elles puissent être en mesure de soumissionner maintenant et plutôt que de subir les impacts néfastes du CAG. Là-dessus, moi, je pense qu'ils ont ils ont un peu des lunettes roses, la CAQ, parce que nos entreprises savent très bien comment ça fonctionne. Sur ces gros appels d'offres-là, centralisés, nos petites PME, ils n'ont pas les capacités d'appliquer là-dessus quand c'est bien différent quand il faut que tu approvisionnes le centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue en crayon, en papier, c'est une chose, mais approvisionner l'Abitibi-Témiscamingue au complet, c'est une autre chose. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que c'est les maisons mères, parce que nos papeteries, par exemple, elles sont beaucoup affiliées à Amster, entre autres. Il y a un Amster à Amos, il y en a un au Témiscamingue avec la librairie Servidec, il y en a un à Rouyn-Noranda avec le centre de service, avec le service scolaire. C'est pas Amster, le JTM Servidec Ville-Marie qui va appliquer sur l'appel d'offres et qui va le remporter pour la région. Ça va être Amster qui est basé à Montréal. Donc, c'est les maisons mères qui risquent de remporter ces appels d'offres-là. Et nos entreprises, en fait, ont déjà joué dans ce film-là avec les premières entreprises de centralisation qui ont été mises en place par les gouvernements précédents, notamment dans le réseau de la santé, où là, c'était des dizaines de milliers de dollars qui ont été perdus au profit comme ça des appels d'offres, des achats groupés. Donc, nos entreprises, elles savent très bien à quoi s'attendre et c'est pour ça qu'on trouve ça inquiétant, puis c'est pour ça qu'on trouvait ça important de ramener le dossier là, dans l'espace politique, dans l'arène politique la semaine dernière. Émilie, on est confiante de pouvoir peut-être renverser la vapeur d'ici à la rentrée scolaire de 2022, de 2021 à l'automne. On a bon espoir ou on est plutôt conservateur? Là? C'est sûr qu'on est réaliste dans le sens où la loi, elle a été adoptée il y a un an. Donc, c'est très difficile de faire changer une loi comme ça alors qu'elle vient d'être adoptée. Mais bien sûr qu'on a encore de l'espoir, puis il faut avoir de l'espoir parce que c'est ça qui nourrit notre action, c'est parce qu'on a espoir qu'on peut faire changer les choses. Et là où on voit une fenêtre d'opportunité, c'est d'agir sur le décret. Donc, un règlement, un décret, ça change mieux qu'une loi. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est dans votre décret, retirez de votre décret la liste les espèces de regroupements que vous avez faits qui sont les plus problématiques pour nos entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est les fournitures de bureaux, fournitures de papeterie, l'achat ou location de véhicules légers, l'achat des pneus aussi qui peut être problématique quand on a une flotte automobile pour donner des cours de conduite et qu'on a besoin de changer les pneus. Et pour nous, ça ne fait pas de sens que ça passe par ce centre d'acquisition gouvernementale-là, alors qu'on pourrait très bien aller magasiner les pneus chez des entreprises qu'on connaît tous ici au Témiscamingue qui vendent des pneus. Pour nous, ça n'avait pas de sens de passer par le centre d'acquisition gouvernementale. Alors, on a listé, dans le fond, les items qui devraient être retirés de ce décret-là et ça va être notre cheval de bataille dans les prochains mois. Et quand on est devant un gouvernement, la Coalition Avenir Québec, qui se réclame champion de l'économie, champion des régions, panier bleu, achat local, etc., on pense qu'on est capable de leur faire entendre raison puis de leur dire, soyez donc cohérents, il faut que vos bottines suivent vos babines puis que l'achat local, vous en fassiez une priorité. Ça passe par retirer, entre autres, ces éléments-là du décret. Un autre dossier, Émilie, qui retient l'attention, c'est celui de la Maison des aînés et également là, tout ce qui est la réalité des milieux ruraux. Il faut se rappeler qu'à l'automne dernier, le projet Maison des aînés de Rimini n'a malheureusement pas été retenu, un projet sur lequel vous avez donné votre appui. Peut-être nous parler un peu de ce dossier-là, Émilie? Oui, dans le fond, il y a à peu près un an, on a rencontré les citoyennes qui chapeautent le projet de Maison des aînés de Rimini, qui nous ont fait valoir les besoins des citoyennes extrêmement impliquées, engagées, qui avaient très bien documenté leur dossier. Puis, il y a eu la pandémie, il y a eu quelques échanges par la suite avec le comité, de la pétition qui a été mise en place. On a déposé la pétition à l'Assemblée nationale avant les fêtes. On a convoqué la pétition en commission parlementaire. Malheureusement, les membres de la commission ont refusé, les membres de la partie gouvernementale ont refusé de se saisir de la pétition. Alors, on se demandait comment est-ce qu'on peut parler à nouveau de ce dossier-là. Puis, l'enjeu qui nous préoccupe beaucoup, en fait, c'est
d'offrir des opportunités d'hébergement à nos aînés dans des contextes ruraux. Parce que les maisons des aînés, en ce moment, elles sont surtout déployées dans les centres urbains. Puis c'est compréhensible dans le sens que les besoins sont à plus forte proportion dans les milieux plus densément peuplés, c'est-à-dire les villes, les noyaux urbains. Donc, c'est là que les maisons des aînés vont être déployées dans la première phase. Mais nous, on a quand même la préoccupation de dire des besoins criants, là, il y en a partout sur le territoire. Oui, c'est vrai qu'ils sont bien concentrés dans les milieux, dans les centres urbains, mais ils ne sont pas moins importants dans la zone rurale. La différence, c'est qu'ils sont plus éparpillés. Alors, comment on fait pour s'assurer que nos aînés dans les milieux ruraux puissent eux aussi avoir la chance de finir leur jour dans des milieux de vie qui correspondent à leur réalité? Parce que c'est ça la philosophie derrière les maisons des aînés, c'est d'offrir l'opportunité à nos aînés de vivre leurs derniers jours dans des milieux de proximité qui leur ressemblent, qui ressemblent au milieu de vie dans lequel ils ont évolué pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de ne pas les dépayser dans les derniers moments de leur vie, mais en concentrant les maisons des aînés dans les centres urbains, dans les milieux vraiment plus urbanisés, dans les grandes villes. On déracine quand même des aînés qui sont plus en milieu rural. On les envoie finir leur fin de jour dans des lieux qui ne sont pas nécessairement où ils n'ont pas nécessairement leur repère. Puis ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Au-delà de la distance, si on veut, de kilomètres, moi, j'ai l'impression que s'il y avait une maison des aînés en milieu rural, en Abitibi-Témiscamingue, il y a peut-être des gens de Montbrun, de Clérici, de Pressac, de La Tulipe qui auraient davantage envie d'aller dans la maison des aînés qui est dans le contexte rural, qui répond, qui reflète davantage leur réalité de vie que d'aller dans la maison des aînés qui est dans le noyau urbain, qui est peut-être plus proche en termes de kilométrage, mais beaucoup plus éloigné en termes de senti, de réalité, de contexte dans lequel l'aîné a évolué. Alors, pour nous, ça, c'est vraiment important que ça se soit pris en compte. On veut que le ministère adresse cette préoccupation-là, puis que ce soit dans leurs orientations de déployer des maisons des aînés dans les milieux ruraux. Alors, on a rencontré la chef de cabinet de Marguerite Blais dans ce dossier-là. Et j'ai été agréablement surprise de l'écoute, de l'ouverture des membres du cabinet de Mme Blais. Donc, on peut s'attendre peut-être à ce que dans un deuxième appel de projet, il y ait des maisons des aînés qui soient davantage orientées vers les milieux ruraux. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, si ça se matérialise là, dans les prochains appels d'offres. Justement, Témiscamingue, on a des beaux paysages ruraux, des endroits bucoliques, des endroits paisibles et calmes pour les gens qui pourraient terminer leur jour. Donc, Rimini a été visé, mais ça pourrait être également s'applicable dans d'autres villages, dans d'autres municipalités au Témiscamingue. Ce serait un projet qui serait porteur pour le Témiscamingue, pour nos aînés, justement, qui leur offrir une belle fin de vie, justement. Oui, absolument. Absolument. Je pense qu'il faut que le Témiscamingue ait sa part du gâteau avec les maisons des aînés. Nos gens, ils veulent vieillir chez nous. Alors, c'est important de leur donner l'opportunité de le faire. Un autre sujet également, Émilie, ce qui nous touche particulièrement en région, on parle de la protection des érablières. Vous avez même rencontré des producteurs du Témiscamingue pour connaître leur réalité. Peut-être nous parler justement de votre point de vue de ce côté-là. Là. Oui, on a commencé à s'intéresser au dossier des acériculteurs il y a un peu plus d'1 an déjà. Au mois de janvier 2020, on avait fait une rencontre, une table ronde au Témiscamingue avec les acériculteurs, avec des acteurs du milieu pour connaître un peu plus là, comment ils vont, c'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi leurs enjeux, tout ça. Et ils nous avaient mis la puce à l'oreille comme quoi ils avaient des inquiétudes par rapport à leur potentiel de développement en terre publique. Ce sont des érablières qui sont établies en terre publique. Et comme il n'y a pas de préséance d'une activité en forêt, d'un usage en forêt qui a préséance sur l'autre, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, avait la préoccupation que les compagnies forestières éventuellement viennent faire de l'exploitation dans la zone où ils pourraient se développer éventuellement. En ce moment, les érablières sont établies sur une certaine portion de territoire. La tublure est déjà toute passée, mais éventuellement, au fur et à mesure, l'entreprise pourrait être appelée à grandir à condition que les érables soient encore debout. Et là, avec des préoccupations
pour préserver, dans le fond, ces secteurs-là des coupes forestières. Et au moment où on avait fait notre table ronde, il y avait des fonctionnaires du ministère, du bureau local qui étaient présents et qui disaient, écoutez, c'est vraiment pas dans les pratiques du ministère d'autoriser des coupes forestières dans ce genre d'endroits-là. Et bien sûr, on veut préserver le potentiel de nos érablières, etc. Mais moi, je comprends très bien les entrepreneurs agricoles de dire, écoutez, là, nous, on investit des millions de dollars dans nos entreprises. Ça nous prend plus que des bonnes paroles pour nous assurer que nos investissements valent la peine et qu'on ne se fera pas couper l'herbe sous le pied éventuellement avec de la coupe forestière. Alors, nous, on était repartis avec ces préoccupations-là, puis on voulait faire cheminer le dossier. Là, la pandémie est arrivée, puis ça a vraiment joué, ça a un peu chamboulé tous nos plans. On n'a pas eu la session parlementaire qu'on aurait souhaité avoir l'hiver dernier, alors on a récidivé plutôt cet automne. On a déposé une question écrite en chambre au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufault, juste pour la question de procédure, là, une question écrite, c'est une question qu'on dépose au feuilleton de l'Assemblée nationale et le ministre a l'obligation de répondre à notre question, contrairement à une lettre qu'on peut envoyer où là, il n'y a aucune obligation de réponse. Jusqu'à ce jour, là, je n'ai pas encore obtenu la réponse à cette question écrite-là où on faisait valoir ces préoccupations-là et où on demandait au ministère comment il s'assure que les coupes forestières ne viendront pas, dans le fond, couper l'herbe sous le pied de nos producteurs acéricoles. Et là, finalement, un an plus tard, début janvier de cette année, on s'est aperçu que dans plusieurs érablières au Québec qui sont situées sur le territoire public, il y a eu du martelage qui a été fait à proximité des érablières qui sont en fonction, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui ont été identifiés avec le fameux cercle rouge autour de l'arbre, comme quoi ils allaient être coupés dans les prochains mois. Et là, les acériculteurs ont un peu alerté, dans le fond, la situation, avec raison, parce qu'une érablière, ça prend du temps avant de devenir productive. Un érable, avant de donner de la sève qui peut être récoltée, ça prend 50 à 60 ans. Il faut vraiment avoir une vision de développement très à long terme quand on pense aux érablières. Et là, dans le fond, le gouvernement, avec sa volonté de doubler les volumes de bois qui vont être dévolus à l'industrie, vont faire de la coupe forestière dans des secteurs qui sont à haut potentiel acéricole, qui sont à proximité d'exploitation, qui sont déjà en fonction. Et là, nous, ce qu'on demande, c'est de il faut faire attention, là, on ne peut pas aller faire de la coupe forestière comme ça à proximité des érablières puis nous couper l'herbe sous le pied pour tous les projets de développement futur. Et là, par coupe forestière, j'entends la fameuse coupe, je veux dire, dans la coupe forestière, c'est vraiment, on va récolter tous les arbres, puis après, il ne reste pas grand-chose. Moi, c'est à ce genre de coupe forestière-là que je fais référence. Pas nécessairement. Si c'est de la coupe jardinage, ça va de la coupe d'entretien où on va prélever 15, 20, 25 du volume de bois, mais qu'on en laisse suffisamment de bout pour que les érablières puissent se maintenir. Ça va. Mais d'aller faire de la coupe forestière, d'aller abattre des arbres comme ça qui ont les bons diamètres, qui seraient prêts à être entaillés bientôt, mais que l'entreprise n'a pas la capacité pour l'instant, puis que là, on va aller couper ces arbres-là. On va rentrer avec la skideuse dans la forêt, puis on va aller abattre les arbres. Bien, ça, pour moi, c'est problématique parce que la production acéricole, c'est un fleuron du Québec. Il y a toutes sortes de produits qui sont en train de se développer à base d'érable. On sort du traditionnel sirop d'érable qui est par ailleurs excellent, puis par ailleurs qui est en constante demande sur les marchés mondiaux, mais on est en train de développer une foule de produits à base de l'érable. C'est une fierté nationale là, qu'on a avec nos produits de l'érable. Et là, il y a des alcools fins qui sont en train de se développer, les beurres d'érable, les sucres d'érable, etc. Alors, on ne peut pas amputer comme ça notre potentiel de développement en allant saccager les forêts, en allant les couper comme ça, sans plus de considération pour notre développement à long terme. Alors ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lesquels on va continuer de faire, pour lequel on va continuer de faire de la représentation là, dans les prochaines semaines. Vous disiez aussi le sirop d'érable, les cabanes à sucre, c'est une belle tradition québécoise. En temps normal, on va dire, hors pandémie, on adore se rassembler là, s'aller sucrer le bec en famille, entre amis. C'est une belle tradition justement qu'on doit conserver au Témiscamingue et au Québec. C'est quelque chose d'important pour vous à tes yeux? Oui, absolument, absolumoi. Comme je dis, moi, je vois un important potentiel de développement. J'ai déjà visité des microdistilleries qui ont commencé à élaborer des alcools fins, des spiritueux à base
des produits de l'érable. Donc, on est en train de développer cette filière-là. Alors, la demande pour le sirop d'érable ne va que continuer, pour les produits de l'érable, ne va que continuer d'accroître. Alors, c'est important d'avoir une vision à long terme, sachant à quel point ça prend du temps, les érables, avant de devenir matures et d'être prêts à être entaillés. Donc, c'est vraiment pas le temps de mettre le couvercle sur l'évaporateur. C'est une belle image, Émilise, là-dessus. Dernier sujet à aborder déjà ensemble, Émilise, le temps passe vite déjà. On parle d'un sondage qui est présentement en circulation, qui est destiné aux entreprises et aussi aux organisations de la circonscription, dans le fond, dans le but de bien défendre leurs intérêts dans le milieu. C'est bien ça, Émilise? Oui, dans le fond, on a récidivé là, cette année avec un sondage qui est vraiment mené par le bureau de la députée, dans le fond, pour venir consulter certaines organisations, à savoir est-ce que l'accompagnement, vous êtes bien accompagné lorsque vous avez des enjeux, est-ce que le soutien est adéquat, est-ce que les prises de position de la députée reflètent les besoins de votre organisation, etc. Donc, c'est une démarche qu'on avait commencé l'année dernière. Donc, dans le fond, en janvier 2020, on avait sondé tous les organismes communautaires sur ce travail-là. Et là, cette année, on récidive avec les entreprises, les municipalités, les organismes culturels et touristiques pour s'assurer, dans le fond, qu'on répond aux besoins de notre monde dans un contexte où la pandémie nous a vraiment éloignés du terrain, où on n'a pas pu être aussi enracinés, être aussi proche de nos gens pour s'assurer qu'on porte les bonnes réalités à Québec. Ça, c'est un souci constant pour moi. Alors, on s'est dit, on va récidiver avec notre sondage. On va l'ouvrir à un éventail plus large de gens pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins des gens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et justement, les commerçants, les gens qui ont le sondage, ça répond bien jusqu'à maintenant. Tu es satisfait justement des gens qui répondent au sondage, justement? Oui, on a eu des super bons retours, là, surtout au Témiscamingue, de plusieurs entreprises, municipalités, organisations. Puis ça se poursuit là, dans les prochaines semaines. On va faire des relances, puis on va aller cibler des secteurs en particulier là, où on a été moins répondu. Puis ça va être un bon travail de défrichage après pour prendre en considération puis d'assimiler les commentaires là, pour les mettre en œuvre pour la suite. Comme tu dis, c'est bien aussi pour toi justement d'avoir le pouls de population comme ça, des entreprises. Ça t'aide mieux à te faire ton travail, en fait, là, à connaître leur vraie réalité et leur réelle satisfaction, en fait. Là. Oui, exact. Puis notre porte est toujours ouverte en tout temps pour tous les organismes et les citoyens, les citoyennes aussi, qui ont des commentaires, des suggestions, des préoccupations, peuvent communiquer au bureau. J'ai une formidable équipe qui m'accompagne là, au quotidien dans tous mes dossiers qui sont là pour répondre aux besoins des gens. Alors, c'est ce qu'on veut s'assurer qu'on fait bien, répondre aux besoins des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le sondage, puis les gens n'ont vraiment pas à hésiter à nous interpeller. Émilie, ça fait déjà le tour, donc merci d'avoir participé à l'émission Clin d'œil politique et on se donne rendez-vous le mois prochain. Excellent, ça me fait plaisir. À bientôt. Donc, bonjour, Madame H., donc mairesse de Néglec. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Nous, on a parlé, c'est votre conseil municipal qui avait lieu ce lundi. Peut-être Oui. nous expliquer, selon vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention là, lors du conseil de Nédélec? C'est sûr que là, on est en temps de COVID, on doit tenir nos réunions en huis clos. On les tient en présentiel, mais en huis clos. C'est vraiment juste des suivis de dossiers cette semaine, ce mois-ci, ce qui s'est passé. Ce qui a retenu notre attention surtout, c'est un dossier qui est en train de se finaliser. On a fait faire une gratte pour faire l'entretien de nos rangs. Ça devrait être finalisé très bientôt. C'est une décision qu'on avait prise le mois passé de se faire confectionner une gratte pour être un peu plus autonome là, dans l'entretien de nos rangs. Ça devrait être finalisé. On a eu un suivi là-dessus lundi et ça devrait se finaliser là, dans les jours qui viennent. Excellent. Et puis, je t'avais peut-être nous parler justement, quelle ambiance il règne justement en temps de pandémie comme ça dans un conseil. J'imagine que c'est plus tranquille que ce que c'était habituellement. J'imagine que l'ambiance est très différente. C'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas personne dans l'assistance. Il n'y a pas de questions qui se posent. C'est sûr que techniquement, ça va beaucoup plus rapidement pour nos réunions. Mais sinon, on a hâte de retourner avec des gens dans la salle. Il y a beaucoup plus d'interaction dans ce temps-là. J'imagine que ça, c'est le fun aussi d'avoir justement le pouls directement de la population à ces moments-là. C'est plus. Exactement. Oui, tout à fait. Parfait. Et peut-être justement, est-ce qu'il y a des projets là,
sont en branle à Néglect, qu'on travaille tranquillement, on espère mettre sur pied dans les prochaines semaines, prochains mois là, du côté de Néglect? Ben, vous savez sûrement qu'on a dû fermer notre centre des loisirs parce qu'il était rendu dangereux pour la population. On a fermé ça à l'automne dernier. Là, il y a un projet sur la table. J'ose pas trop en parler parce que c'est pas encore officiel. Mais c'est sûr qu'on est en train de faire confectionner des plans. On étudie différents scénarios. Probablement que le mois prochain, on va être plus en mesure de se prononcer. Le mois prochain ou dans 2 mois, là, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est vrai, parfait, je comprends, il n'y a pas aucun problème. Peut-être juste parler un autre sujet rapidement. On a la semaine de relâche qui s'en vient bientôt. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a quelles activités sont offertes à Néglect, dans le fond, pour la semaine de relâche? Est-ce qu'il y a des activités qui sont déjà confirmées, si je peux dire? À part les activités régulières qu'on a mis de l'avant depuis le début de l'hiver, on a notre patinoire, qui est une patinoire là, extérieure éclairée. Celle-là, elle est disponible, elle est bien entretenue, elle est offerte à toute la population. On a une piste de ski de fond et raquettes. C'est nos principales activités à Néglect là, en temps hivernal. C'est sûr que ça reste ouvert tant qu'il y aura de la neige, tant que la température le permettra. Mais au niveau des autres activités, là, je peux vous dire que la MRC travaille sur une proposition d'activité au niveau régional aussi. Fait que c'est sûr que ça nous touche, c'est sûr que ça englobe toutes les municipalités, fait que ça va toucher Néglect également. Donc, j'imagine justement c'est une belle fierté. On a entendu parler dernièrement de plusieurs arénas qui sont fermées. J'imagine que c'est une belle fierté du côté de Néglect de pouvoir continuer d'offrir un service comme ça de patinoire pour la population. Tout à fait, oui. On est fiers de notre patinoire. C'est une patinoire qui est relativement jeune. On l'a fait refaire il y a 2 ans. Alors, oui, on en est fiers. On est fiers de la partager aussi. Bien, je vous remercie, Mme H, d'avoir participé. C'est bien, bien apprécié, honnêtement. Là, je l'apprécie. Bien, c'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous peut-être le mois prochain, comme je vous dis, peut-être le lendemain ou le surlendemain de votre conseil, là, qu'on puisse. Faites-moi un petit signe, puis on se connecte, puis il n'y a pas de problème. Allez, gros merci, je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Bonne journée. À vous aussi. Là. C'est ce qui conclut Clin d'œil politique pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle édition.